Bonjour à tous, bienvenue dans ce septième épisode de la série Mon portefeuille PEA. Alors comme d'habitude, je vais présenter quelques mises en garde importantes. Alors la première chose, c'est que les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Alors par ailleurs, le portefeuille présenté dans cette vidéo n'a pas vocation à être répliqué, celui-ci correspondant à des facteurs, c'est-à-dire à un profil d'investisseur, un horizon d'investissement et une approche spécifique à l'auteur de cette vidéo. Enfin, et ça c'est un point très important, tout investissement boursier implique des risques, dont le risque de perte partielle ou totale de l'investissement de départ. Il est donc primordial que vous fassiez votre propre analyse avant d'investir en bourse. Alors, une fois cette mise en garde faite, je vais, comme dans la vidéo précédente, vous présenter quelques commentaires que j'ai reçus et présenter mes réponses ou commenter ces commentaires. Alors, la première chose, c'est que j'ai reçu pas mal de commentaires assez sympathiques, donc notamment de Robert, Amine, Thibaut et Christophe. D'accord, donc Robert qui nous dit c'est de loin les meilleures vidéos que je visionne, alors c'est très sympa, merci beaucoup Robert. Amine qui nous dit merci beaucoup, très enrichissant, je suis devenu un inconditionnel de tes publications. Alors un grand merci Amine et Thibaut qui enchaîne en disant la même, j'attends cette série tous les mois religieusement et ce qui me fait fortement plaisir. Et Christophe conclut en disant j'attends toutes tes vidéos avec impatience et de loin les meilleures disponibles sur YouTube. Alors c'est toujours avec grand plaisir que je lis vos messages et je peux vous garantir que vos messages de remerciement et de soutien m'incitent à m'investir davantage dans la chaîne. Donc pour faire suite à tous ces messages de soutien qui m'aident à développer la chaîne, je vais vous faire part en fait des derniers chiffres concernant la chaîne pour vous montrer un peu l'évolution de celle-ci au cours des 6 premiers mois d'existence. Donc j'ai créé la chaîne en fait c'était le 5 janvier, j'ai posté la première vidéo le 5 janvier 2020. Et depuis, vous voyez, la chaîne a récolté 145 000 vues environ et une durée de visionnage de 20 000 heures. Donc c'est-à-dire 20 000 heures, ça fait un peu plus de 2 ans de visionnage, donc c'est pas mal en 6 mois, c'est pas mal du tout. Et près de 3 800 abonnés. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est que, alors ce que vous ne voyez pas ici, c'est qu'en fait tous les pics qui sont ici, donc ici, ici, et donc ici, en fait tous ces pics correspondent aux vidéos Mon portefeuille PEA. Donc à la série Mon portefeuille PEA. Et ce qu'on peut voir ici, c'est qu'en fait la dernière vidéo, donc l'épisode 6, en fait a récolté 10 500 vues. Donc c'est la vidéo la plus vue de la chaîne. Et surtout, elle a récolté 10 500 vues en quasiment 3 jours seulement. Elle était quasiment à 10 000 vues au bout de 4 jours. Donc je vais continuer à m'investir dans la série Mon portefeuille PEA, hein, qui je le rappelle, en fait mon objectif est de présenter mon portefeuille PEA mois après mois pendant les 30 prochaines années. Alors c'est un objectif hyper ambitieux, je le reconnais, mais si la motivation de la communauté est là et si de mon côté je continue en fait à me régaler comme je le fais actuellement hein, en faisant ces vidéos, eh bien on est peut-être parti pour 30 ans d'épisodes Mon portefeuille PEA avec un suivi et une évolution du portefeuille qui pourrait permettre à d'autres ultérieurement, c'est-à-dire dans 15, 20 ou 30 ans, de voir un peu ce que ça donne un portefeuille PEA qui est géré du début à la fin pour peut-être documenter en fait l'ensemble d'une vie d'investissement pour un investisseur particulier. En tout cas, c'est l'objectif de la chaîne. Alors, on va continuer ici avec un deuxième commentaire que j'ai extrait de la vidéo du mois dernier, donc un commentaire de Dorian, qui me posait une question, à savoir, au vu de la montée express de Airbus, plus 33% pour mon investissement, j'y suis rentré à 60 euros, est-il judicieux de la garder encore ou de la vendre en prenant les plus-values réelles? Alors, comme je le répète à chaque fois, je ne suis pas conseiller en investissement, donc je ne peux pas donner un conseil d'achat ou de vente sur un titre, hein, ce serait totalement mal placé de ma part. Par contre, je peux dire un peu ce que je fais moi de mon côté, ou comment en tout cas je vois les choses et comment je me positionne par rapport à ce genre d'événement. Alors, dans mon message, vous voyez que j'avais dit à Dorian que effectivement la décision vous revient, hein. Effectivement, la décision doit être propre à chaque investisseur. La décision de revendre ou non un titre va dépendre de plusieurs facteurs, à savoir la taille de la position,
C'est-à-dire, est-ce que cette position est une petite position ou une grosse position? Auquel cas, si c'est une grosse position, on peut commencer à alléger au fur et à mesure de la montée du titre. Ça, c'est une possibilité. Ça va également dépendre de la part que celle-ci représente au sein du portefeuille. C'est-à-dire, est-ce que c'est une ligne qui représente 1% du portefeuille ou 0,5% du portefeuille? Ou bien est-ce que c'est une ligne qui représente, par exemple, 5, 10, 15 ou 20% du portefeuille? Auquel cas, ce n'aura pas forcément les mêmes conséquences. Ça va également dépendre de l'horizon d'investissement, c'est-à-dire est-ce qu'on est un investisseur de très long terme comme moi, c'est-à-dire qu'on se positionne potentiellement sur des titres pour des durées de 7, 10, 15, 20 ou 30 ans, ou bien est-ce que l'horizon d'investissement est beaucoup plus court, à savoir que c'est un horizon d'investissement de quelques jours à quelques semaines, auquel cas bien entendu, lorsqu'un titre monte comme ça de 33% en quelques jours ou quelques semaines, il peut être bien vu de revendre tout ou partie de sa position. Donc je considère de mon côté que l'horizon d'investissement est le facteur le plus important avec potentiellement la connaissance du type d'entreprise auquel on a affaire. Alors un facteur que je n'ai pas cité ici mais qui est également important, à savoir le type d'entreprise dont il s'agit. D'accord ? Lorsqu'il s'agit d'une entreprise cyclique, et c'est ce que je mets ici, lorsque le marché m'offre une plus-value de plus de 50% en quelques semaines sur une valeur cyclique, alors il faut bien se rendre compte que plus 50% en quelques semaines, c'est un rendement énorme. Ici, Airbus est une valeur cyclique, ce qui veut dire qu'elle est probablement entrée en bear market, en marché baissier, et que la valeur ne va pas se retourner du jour au lendemain. Alors c'est ce que je mets ici. Lorsque le marché m'offre une plus-value de plus de 50% en quelques semaines sur une valeur cyclique, puisqu'au moment où je répondais à ce message, le titre était revenu, il me semble, au-dessus des 80 euros, j'ai tendance à prendre une partie de mes profits au moins. Tout simplement parce qu'il est extrêmement rare qu'une valeur cyclique devienne un multibagger en quelques mois seulement, à moins d'être sur des niveaux de valorisation historiquement bas, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui sur Airbus. En effet, si Airbus se retrouvait sur des plus bas historiques, aux alentours des 10 euros, on va dire, peut-être que le titre pourrait être un multibagger à horizon 3 à 6 mois. Ça, c'est pas impossible. Maintenant, Airbus est pas sur des plus bas historiques, et donc il paraît compliqué de voir le titre devenir un multibagger en quelques mois seulement. Ce qui me faisait penser à l'époque qu'une prise de profit au moins partielle sur le titre pouvait être intéressant pour un investisseur de long terme. Alors comme vous allez le voir de mon côté, j'ai revendu ma position Airbus et je vais en parler juste après. Alors, si on regarde le titre d'un point de vue technique, alors je vous ai mis ici le graphique du titre Airbus en unité de temps mensuelle. On voit que le titre en fait s'est extirpé d'une base en fait et on avait un double bottom, un double creux qui s'étalait sur plus d'une dizaine d'années. Le titre s'est extirpé donc de ce canal horizontal en 2013 et puis est entré dans un canal oblique comme ceci avant une sortie par le haut comme ceci. D'accord ? Ensuite, le titre a formé un double sommet, c'est ce qu'on avait ici. Je vous renvoie à ma vidéo d'analyse technique sur Airbus, je la mettrai en haut à droite. Donc le titre s'est extirpé comme ça par le haut, a formé un double sommet. Et vous voyez qu'on a une ligne de Cook qui est ici, double sommet, donc cassure de la ligne de Cook ici. Je reporte ma première hauteur, donc le premier sommet qui est ici, je le reporte ici, sur la zone de cassure, donc ici. Et je reporte le deuxième sommet sur la zone de cassure, donc ici. Ce qui me donne deux objectifs. Un premier objectif baissier à 56,60 € et on voit que le titre est venu chercher cet objectif avant de se reprendre. Et potentiellement un deuxième objectif à 33 €, ce qui nous renverrait au niveau du canal horizontal historique. Alors sur Airbus, on a deux choses importantes. La première, c'est qu'en chartisme, on a une figure en double sommet. D'accord ? Donc avec deux objectifs en bas à 56 € et 33 €. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, vous voyez, ici, on avait un canal oblique, donc, que j'ai matérialisé en rose. On avait un canal oblique, on s'est extirpé par le haut de ce canal oblique, qui est devenu une zone de support ici. Tentative de remonter, on a fait de nouveau plus haut, et puis on est revenu sur cette zone qui aurait dû être une zone de support. On voit que cette zone a cassé. Le titre est passé au travers du canal oblique sans rebondir ici. Et puis on est au cours des 3-4 derniers mois revenu tester cette zone, puisque vous voyez on voit une mèche ici. On a un beau chandelier japonais en étoile filante ici. On est venu faire une mèche sur cette zone et un courant vendeur est réapparu sur cette zone. D'accord ? Ce qui veut dire qu'en fait ce canal oblique est devenu une zone de support ici, a cassé ici
et est devenue une zone de résistance ici. Donc a priori, on a une inversion de polarité au niveau du canal oblique de long terme. D'accord? Donc ça, c'est un point extrêmement important, puisqu'on a une zone de résistance qui est bien délimitée ici par le chandelier japonais en étoile filante. Et on est venu, par la même occasion, faire un retest de la ligne de coup qui est ici, donc pour valider cette figure en double sommet. Donc, ce qui pourrait se passer dans les mois qui viennent, et c'est ce que j'écrivais dans différents commentaires, hein, je répondais à différents commentaires sur Airbus, c'est que potentiellement, pour moi, le titre n'est pas forcément intéressant à l'achat au-dessus des 60 euros. Alors, pourquoi c'est pas forcément intéressant à l'achat au-dessus des 60 euros? Parce que le potentiel à court terme paraît limité. Pourquoi? Parce que on a cette structure en chandelier japonais, donc structure de retournement à un chandelier en chandelier japonais, étoile filante, d'accord, qui vient valider une zone de résistance. Hein. Je vous renvoie aux leçons d'analyse technique sur l'étoile filante, je la mettrai ici. On a également deux chandeliers extrêmement baissiers ici, donc en unité de temps toujours mensuelle, avec ici un chandelier noir, donc une structure fortement baissière, et dont le milieu est une zone de résistance. D'accord, je vous renvoie aux vidéos d'analyse technique, et le milieu d'un chandelier noir, enfin le milieu du corps du chandelier noir, est une zone de résistance. C'est une zone dans laquelle on va retrouver potentiellement de nombreux vendeurs. D'accord, donc on a une belle zone de résistance ici. On a ici un canal oblique qui fait maintenant office de résistance, et puis on a des moyennes mobiles qui sont descendantes et qui sont en train de croiser ici. D'accord, donc on a potentiellement que des éléments baissiers sur le titre Airbus. La société a annoncé qu'elle allait opérer avec un chiffre d'affaires environ 40% plus faible qu'avant la crise, et ceci pourrait durer jusqu'en 2025-2026 sans problème. Donc on peut tout à fait imaginer sur le titre Airbus, alors bien sûr on pourrait avoir des achats et puis le titre pourrait remonter à 80 euros. Je sais que de nombreux analystes fondamentaux ont un objectif de cours aux environs de 80 euros. Pour autant, d'un point de vue technique, rien n'empêche le titre à un moment d'aller chercher son deuxième objectif situé à 33 euros. Donc pour ma part, je ne suis pas acheteur sur le titre au-dessus de 60 euros. Pourquoi? Parce que le ratio gain-risque me paraît beaucoup trop faible au-dessus. D'accord? C'est-à-dire que viser une remontée du titre aux alentours de 80 euros, peut-être 90 euros, d'accord? Et prendre le risque de voir le titre descendre à 33 euros, ça veut dire que ici on est à 66. Si le titre remonte à 90, allez, grosso modo, je vais gagner 25 euros. Si le titre descend à 33, je vais perdre 33 euros. C'est-à-dire que mon risque est plus important que mon gain potentiel. D'accord? Et là, je parle à horizon de quelques années. Donc pour moi, il ne fait aucun sens d'acheter le titre au-dessus de 60 euros. Donc j'anticipais ici un retournement, puisqu'on avait, et je l'avais expliqué dans mes vidéos d'analyse technique, on avait ici une figure de retournement avec un chandelier, on avait un doji ici. Donc on avait un doji qui était en dehors des bandes de Bollinger inférieures, de la bande de Bollinger inférieure, et qui ne touchait pas, qui n'était pas en contact avec la ligne de signal, c'est-à-dire avec la moyenne mobile exponentielle, 3 périodes en vert fluo ici. Ce qui généralement par observation, et c'est une spécificité de mon approche technique, entraîne un rebond au moins à court terme. D'accord? Et c'est ce qui s'est passé ici. Alors, on a ce rebond technique, enfin, qui semble être un rebond technique. Quand on regarde un peu les chandeliers, on voit qu'on a un très long chandelier ici, et on voit qu'ici on a un doji, et puis des corps relativement petits par rapport au corps qui est là. Ce qui laisse penser quand même que la reprise est une reprise technique, et qu'on pourrait redescendre au moins sur les niveaux donc, qui sont ici, aux alentours des 56 euros, et potentiellement aller tester un niveau un peu plus bas, aux alentours des 33 euros. Auquel cas on aurait potentiellement une figure de retournement, on pourrait avoir un double creux ici, donc un double bottom, hein, avec un V ici, et puis un V potentiellement comme ceci ici. Ce qui pourrait marquer éventuellement un retournement à plus long terme. Mais il faut bien se dire que si c'est le cas, la baisse du titre pourrait encore durer quelques mois, et potentiellement jusqu'à la fin de l'année 2021. Voilà, donc ça c'est mon opinion sur Airbus, et je vais tout de suite passer à au dernier commentaire, celui d'Hugo. Donc Hugo me dit je t'ai suivi sur Eutelsat et Fontaine Pajot. Alors je l'ai mis en rouge. Alors bien sûr j'ai répondu à Hugo, hein, qui m'a répondu qu'effectivement il avait conscience des risques qu'il prenait et que ça ne posait pas problème. Et donc je pense que Hugo a parfaitement conscience qu'effectivement il prend des positions en ayant conscience des risques qu'il prend. Maintenant j'insiste sur ce point. Mon portefeuille n'a pas vocation à être répliqué, c'est-à-dire que
Je vous montre un peu comment je procède de mon côté, et c'est vraiment une approche personnelle, et cette approche n'a pas vocation à être répliquée. Donc vous pouvez vous en inspirer, vous pouvez regarder un peu comment j'aborde l'approche, comment je construis mon portefeuille au fur et à mesure du temps qui passe. Pour autant, je ne vous invite pas à répliquer de manière identique mon portefeuille. Pourquoi? Parce que, et comme on le voit sur Hotelsat, hein, j'aurai potentiellement dans mon portefeuille des titres qui ne vont pas performer. D'accord? Quand on construit un portefeuille, il faut bien avoir conscience que l'idée c'est d'avoir 6 titres qui surperforment le marché, 2 titres potentiellement qui font comme le marché, et dans le lot il y aura potentiellement 2 titres, hein, donc si je prends 10 titres, il y aura potentiellement 2 titres qui vont largement sous-performer le marché. D'accord? Donc il faut en avoir conscience, il ne faut pas se dire que parce que sur la chaîne épargne, investissement et patrimoine, il prend telle ou telle position, je dois faire la même chose. D'accord? Donc ça c'est vraiment une mise en garde. Alors ce n'est pas pour Hugo hein, qui m'a répondu et que je sens qu'il sait ce qu'il fait, mais c'est pour tous les débutants potentiels qui seraient tentés de répliquer à l'identique le portefeuille, hein, en pensant parfois se dire, tiens, il est rentré à tel niveau de prix, je pourrais rentrer à tel niveau de prix en dessous, c'est potentiellement une bonne affaire. D'accord? Je peux me tromper, je suis un être humain, je ne suis pas infaillible, et je le répète souvent, je ne suis ni Peter Lynch ni Warren Buffett, mais un investisseur particulier qui investit son argent dans un PE. Alors Hugo enchaîne avec cette question et je pense qu'elle est intéressante pour tout le monde. Il me demande que conseilles-tu entre l'analyse fondamentale et l'analyse graphique? Alors on entend souvent beaucoup de choses sur les deux types d'analyse, hein. Les analystes fondamentaux disent c'est la seule approche qui est valable à long terme et les analystes graphiques ou techniques disent l'analyse fondamentale n'a aucun sens, seule l'analyse technique compte, au moins à court terme. Et puis on a également les universitaires qui disent de toute façon vous vous trompez tous les deux puisqu'en fait ni l'analyse fondamentale ni l'analyse graphique ne fonctionnent. Alors il est possible de synthétiser cette divergence de point de vue entre analyse fondamentaux, analyse technique et universitaire en faisant référence à l'efficience des marchés ou l'hypothèse d'efficience des marchés de Eugene Fama. Donc Eugene Fama, prix Nobel d'économie en 2013. Donc selon son hypothèse, hein, donc l'hypothèse d'efficience des marchés, et selon Eugene Fama, les actifs s'échangent à chaque instant à leur juste valeur. D'accord? Donc ça c'est l'hypothèse d'efficience des marchés. Alors cependant, Eugene Fama nuance cette hypothèse en disant qu'il existe potentiellement 3 formes d'efficience des marchés. Alors Eugene Fama décompose l'hypothèse d'efficience des marchés en 3 formes possibles. La première c'est la forme faible, c'est-à-dire que les prix reflètent toute l'information passée disponible, et si c'est réellement le cas, alors ça veut dire que l'analyse technique ne fonctionne pas et ne peut pas fonctionner. La deuxième forme c'est la forme semi-forte, c'est-à-dire que non seulement les prix reflètent toute l'information passée disponible, mais les prix reflètent également toute l'information publique. C'est-à-dire qu'à chaque nouvelle information publique, par exemple lorsqu'une info, une news apparaît sur un site internet ou apparaît à la télé ou à la radio, les prix sont immédiatement ajustés par le marché. D'accord? Aussi bien que l'analyse fondamentale ne peut pas fonctionner non plus. Pourquoi? Parce que d'après cette forme semi-forte, on ne peut pas anticiper l'information publique qui va sortir. D'accord? On ne peut pas l'anticiper, et une fois qu'elle apparaît, il est déjà trop tard pour se positionner sur le titre. C'est ce que veut dire la forme semi-forte. Et puis on a une troisième forme, c'est la forme forte, dans laquelle on a les prix qui reflètent toute l'information passée disponible, les prix reflètent également toute l'information publique, et les prix reflètent également toute l'information privée. Donc c'est-à-dire insider information. D'accord? Donc c'est l'information détenue par les insiders, donc dans les entreprises. Alors je ne sais pas, imaginons que dans une banque d'investissement, certains analystes travaillant sur un dossier aient accès à de l'information privilégiée et commencent à se positionner sur un titre sur leur compte personnel, hein, ce qui est totalement illégal et interdit. Mais admettons qu'ils le fassent, dans ce cas-là, la forme forte nous dit que dans tous les cas, les prix vont refléter également toute l'information privée, puisque en fait, une fois que cette information privée va fuiter, elle va être répercutée immédiatement dans les prix, ou en tout cas très rapidement dans les prix. Alors bien entendu, ça c'est l'hypothèse d'efficience des marchés de Eugene Fama, donc ce qui veut dire que tous les universitaires qui adhèrent à cette hypothèse d'efficience des marchés auront plutôt tendance à privilégier des positions sur des ETF, c'est-à-dire en achetant le marché dans son ensemble,
puisqu'ils partent du principe qu'on ne peut pas battre le marché, que ce soit avec l'analyse technique ou avec l'analyse fondamentale. Alors pour autant, on l'a vu récemment avec la crise sanitaire, hein, certains titres ont vu leur cours chuter de 70 à 80% avant de se reprendre et de remonter de 100 ou 150%. Alors on peut partir du principe que les prix reflétaient à ce moment-là toute l'information disponible, qu'elle soit publique ou privée. Pour autant, on peut se poser la question de savoir si à quelques jours d'intervalle, si un titre vaut 10 un jour et une semaine plus tard vaut 20, est-ce que réellement le marché est efficient? D'accord? C'est-à-dire que oui, il a incorporé toute l'information publique et privée, mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il a répercuté cette information publique et privée de manière pertinente? Et la réponse est probablement non. D'accord? Donc, on a une hypothèse d'efficience des marchés, de nombreux universitaires se basent sur cette hypothèse, et donc on va trouver des universitaires qui vont privilégier les ETF, qui vont privilégier l'achat du marché dans son ensemble, et puis on va retrouver de l'autre des analystes fondamentaux qui se basent sur l'hypothèse d'efficience des marchés de forme faible, auquel cas l'analyse fondamentale pourrait fonctionner correctement, et dans tous les cas, on le voit bien, l'analyse technique est rejetée par les universitaires et par l'hypothèse d'efficience des marchés de Eugene Fama. Pour autant, est-ce que l'analyse technique est à rejeter dans son ensemble? Peut-être pas. D'accord? De mon côté, c'est un outil que j'utilise et que j'aime énormément. Pourquoi? Parce que les marchés subissent des contraintes techniques qui sont rarement considérées par les investisseurs de long terme, mais qui peuvent offrir des points d'entrée très intéressants. Voilà, donc ça c'était ma réponse à la dernière question et aux commentaires que je viens de présenter juste avant. Et je vais passer à la présentation de mon portefeuille PEA. Alors j'ai reçu quelques commentaires me disant qu'en fait on n'arrivait pas à voir les chiffres parce que c'était un peu trop petit à l'écran. Alors ce que j'ai fait dans cette vidéo et ce que je ferai dorénavant, c'est que je zoomerai sur le portefeuille comme ceci, afin que tout le monde puisse correctement lire les chiffres. Alors dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si de cette manière vous arrivez à lire entièrement non seulement le nom des titres que j'ai en portefeuille, mais également les différents chiffres qui sont dans ce tableau. Alors, je vais passer en revue le portefeuille. Donc, on voit que le portefeuille est valorisé à hauteur de 11 167 euros. On voit également que le solde d'espèces est de 1373 euros, hein, donc c'est-à-dire que ça représente environ 12% du portefeuille. Je ferai bien entendu le point sur la partie cash dans la suite de la vidéo lorsque je parlerai de l'allocation d'actifs, l'allocation du portefeuille. Alors, comme d'habitude, j'ai classé les différentes lignes par valorisation. Donc on voit que Total est toujours ma première ligne, suivi de mon ETF Lyxor PEA Turquie. On voit également que Renault, et je vais en parler ensuite, constitue ma troisième ligne, suivie de Maisons du Monde, Eutelsat, BIC, Fontaine Pajot, Publicis, Inat Pharma, Danone et un petit nouveau ici, dont je vais parler ensuite, à savoir le titre AB InBev. À noter ici que j'ai modifié quelques positions, j'ai procédé à des achats et à des ventes. On voit ici que Airbus se trouve en dessous du portefeuille et je vais en parler juste après, j'en ai parlé avant également, à savoir que j'ai vendu ma ligne Airbus et je vais vous donner quelques informations là-dessus. Alors, j'ai tout d'abord renforcé ma ligne Renault, donc j'ai fait l'acquisition de 10 actions supplémentaires, hein, ce qui porte la quantité à 73, et mon PRU est désormais de 28,76 €, si j'arrondis, 28,77 €. J'ai également augmenté ma position sur BIC, puisque j'ai doublé ma position, j'ai fait l'acquisition de 5 actions supplémentaires à un cours de 42 € et des poussières, ce qui me fait un PRU de 47 € désormais, 47,26 € pour être précis. Alors j'ai également constitué une ligne et c'est la nouveauté ce mois-ci. J'ai commencé à construire une position sur le titre AB InBev, donc le groupe brassicole international localisé en Belgique. Et je vais présenter en détail quelle est ma réflexion sur ce titre et pourquoi j'ai commencé à constituer une position sur celui-ci. Alors on voit également que j'ai vendu ma ligne Airbus et je l'ai vendue à un prix moyen donc de 75 € avec une plus-value globale d'un peu plus de 49%.
Alors pour Airbus, j'en ai parlé juste avant, hein, à savoir que effectivement j'ai vendu ma ligne en deux fois, une position aux alentours de 72 euros, une deuxième position aux alentours des 79-80 euros, avec un cours final de 75 euros. Bien entendu, si le titre venait à repasser sous les 60 euros, je pourrais reconsidérer un début de prise de position sur Airbus, en gardant à l'esprit que le titre peut dans les trimestres qui viennent, retourner, en tout cas d'un point de vue technique, dans la zone des 33-35 euros sans problème. D'accord. Donc il y a quand même un downside risk, un risque de baisse relativement important sur le titre, et donc ça reste un titre spéculatif. Alors ce que je vais faire ici, c'est que je vais passer en revue en fait les titres Renault, BIC et AB InBev en expliquant pourquoi j'ai renforcé mes positions sur les titres Renault et BIC. Alors notamment parce que les niveaux de prix m'intéressaient. Lorsque je construis une position sur un titre, en fait j'ai toujours en tête certains niveaux de prix auxquels je suis prêt à rentrer. Tant que ces niveaux de prix ne sont pas atteints, je ne passe pas à l'ordre d'achat. Alors par exemple, si je souhaite investir 1000 euros sur un titre, je vais généralement entrer en 4 fois à hauteur d'environ 250 euros à chaque fois. D'accord. Donc c'est ce qu'on appelle le dollar cost averaging, donc c'est-à-dire qu'on moyenne à la baisse pour construire sa position dans le temps. Alors généralement je construis ma position sur une période de 6 à 12 mois, donc vraiment au fil du temps. J'aime voir un peu le titre évoluer, non seulement au niveau graphique, mais j'aime aussi regarder les résultats trimestriels pour voir un peu comment le titre se comporte et pour voir un peu comment comment le potentiel du titre évolue. Alors bien entendu, si le news flow est beaucoup plus négatif que prévu, je ne passe pas forcément à l'achat. Et lorsque le news flow redevient un peu plus positif, je repasse potentiellement à l'achat, notamment si le prix a subi une forte décote lors des dernières semaines ou des derniers mois. Alors c'est un peu le cas sur Renault, hein, puisque j'avais un PRU aux alentours de 29-30 euros. On voit que mon PRU est désormais de 28,76 euros et on voit que j'ai une valorisation d'environ 1600 euros sur Renault, en gardant à l'esprit que j'ai investi un peu plus de 2000 euros puisque je suis en moins-value de 21% environ. Alors je vais expliquer pourquoi j'ai renforcé ma position. J'ai fait la même chose sur BIC, on voit que mon PRU est de 47,26 euros et j'ai commencé à constituer une ligne au prix de 45 euros, alors légèrement moins de 45 euros sur le titre, et je vais expliquer pourquoi tout de suite. Alors sur Renault, il y a deux éléments importants. Le premier, c'est l'arrivée du nouveau PDG, donc Luca Di Meo, qui nous vient de Seat et qui est reconnu pour ses talents en marketing. Alors c'est lui qui a vraiment relancé la marque Seat, donc du groupe Volkswagen, et donc on peut penser que son arrivée va faire le plus grand bien à Renault, qui manquait non seulement de créativité potentiellement, mais également d'un leader qui est capable de relancer la machine, et surtout quelqu'un qui est capable de donner une vision au groupe pour les années qui viennent. Alors l'autre élément important, c'est que Renault est en train de mettre sur le marché des véhicules, de nouveaux véhicules, notamment des véhicules hybrides mais aussi électriques et des véhicules restylés. Alors pas mal de véhicules restylés. Et ce qu'il ressort en tout cas en France, c'est que, et c'est ce qu'on peut voir ici dans un article qui est paru hier, Renault gagnant du rebond des ventes automobiles en juin. Et ce qu'on a observé en juin en France, c'est que Renault a gagné 0,5% de part de marché, donc c'est-à-dire qu'elle fait mieux que ses concurrents immédiats du type Peugeot par exemple, PSA, ou d'autres concurrents directs. Donc la situation n'est pas si catastrophique au niveau des ventes pour le moment, et on a une nouvelle direction. Je vous renvoie à la vidéo de Jim Slater, je mettrai un lien ici. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, hein, Jim Slater insiste sur le fait que l'arrivée à la direction d'un groupe, d'un nouveau PDG, peut potentiellement donner une nouvelle impulsion à la société, ce qui est le cas pour Renault avec l'arrivée de Luca Di Meo, qui je pense va faire le plus grand bien à l'entreprise. Donc renforcement de la position sur le titre. D'un point de vue technique, alors je vous ai mis le graphique de Renault en unité de temps hebdomadaire. Donc on a une très très forte chute au cours de l'année, hein, de l'année passée, puisque le titre est passé d'environ 56 euros à 10 euros environ. Alors on voit que depuis, le titre s'est repris et évolue au sein d'une double zone d'un canal oblique. Donc on a un canal oblique ici, cassé par le haut ici, repris ici.
Donc c'est-à-dire que le titre évolue comme ceci. Alors il y a deux points importants. Le premier, c'est qu'ici on a un marteau, donc en unité de temps hebdomadaire, avec toujours le fameux chandelier qui sort de sa bande de Bollinger inférieure et qui ne touche pas la ligne de signal qui est ici. Donc en bleu ici, signal de retournement à la hausse, au moins à court terme. Donc on a un marteau ici, je vous rappelle que sur un marteau on a deux zones d'achat potentielles, le milieu de la mèche du marteau qui est ici et le point bas du marteau qui est ici, donc entre 10 et 12 euros. Ça c'est sur les points extrêmes, donc on pourrait très bien avoir un marché qui retombe comme ceci, auquel cas on pourrait se retrouver avec une figure chartiste très connue qui est un double creux. On aurait un creux comme ceci et potentiellement un double creux comme ceci. Alors le double creux pourrait se faire ici ou éventuellement légèrement plus bas, peut-être aux alentours des 8-9 euros avant une reprise plus importante. Il y a un autre élément qui attire mon attention ici, c'est cette formation ici. On a ici un rounding bottom, d'accord, donc un creux arrondi, d'accord, qui se matérialise de manière assez lente. Et puis on a ici un rejet, donc figure de retournement chandelier japonais, dark cloud cover, couverture en nuage noir. Et puis on a une tentative de reprise ici. Si jamais le cours de Renault se reprend comme ceci, on aurait une tasse à séquence, auquel cas la ligne de coût serait située aux alentours des 26 euros. Si je prends le point bas ici aux alentours des 16 euros, donc je ne compte pas la mèche qui est ici, je prends le point bas des 16 euros, j'ai une ligne de coût ici à 26 euros, ça me fait un écart de 10 euros environ. Et donc si j'ai une anse qui se dessine ici, puis si on assiste à une cassure de la zone qui est ici, on pourrait retrouver le titre d'ici la fin de l'année aux alentours des 36 euros. Pourquoi? Puisque je reporte la hauteur de la tasse, à savoir 10 euros, je le reporte sur la ligne de cassure, ici, donc aux alentours de 26 euros. 26 euros plus 10 euros égale 36 euros. D'accord? Donc on pourrait retrouver dans le meilleur des scénarios le titre Renault à 36 euros d'ici la fin de l'année. D'accord? Donc ça c'est de l'analyse technique assez rapide, c'est au cas où l'anse se forme et qu'on ait une cassure de la ligne de coût ici, ce qui est bien entendu loin d'être fait. L'autre scénario possible c'est un double bottom beaucoup plus bas, donc soit sur les niveaux historiques qui sont ici, soit légèrement plus bas avant une reprise beaucoup plus forte ensuite, qui pourrait également intervenir au début de l'année 2021. Voilà, alors ça c'est basé sur l'unité de temps hebdomadaire. Bien entendu, sur l'unité de temps mensuelle, on a une zone d'hésitation. On n'a pas de figure de retournement, en tout cas pour le moment. Donc il faut rester très prudent sur le titre Renault. Alors un autre élément qui attire mon attention, c'est la présence ici de la moyenne mobile simple 30 périodes que j'utilise moi-même pour délimiter mes bandes de Bollinger. Vous voyez, j'utilise des paramètres 30 et 2, deux écarts types. Donc deux écarts types autour d'une moyenne de 30 périodes. Alors bien entendu, cette moyenne de 30 périodes est intéressante puisque c'est la moyenne mobile, c'est une moyenne mobile simple, et c'est la moyenne mobile simple qui est utilisée par Weinstein en analyse technique. Et donc sa stratégie consiste à acheter les titres qui se trouvent au-dessus de cette moyenne mobile 30 périodes. Cette moyenne mobile simple 30 périodes. Et donc potentiellement, si les cours de Renault venaient rechercher les 36 euros, et vous voyez que probablement on viendrait buter sur ces moyennes mobiles 52-55 périodes, qui serviraient de zone de résistance à court terme, on pourrait essayer de les pénétrer comme ceci avant une rechute. Bien entendu, on pourrait revenir ensuite, les cours pourraient revenir ensuite s'appuyer sur la moyenne mobile simple 30 périodes qui pourrait faire office de support, et donc on retrouverait probablement des acheteurs dans cette zone en cas de rechute du titre. D'accord? Donc c'est-à-dire dans la zone des, on peut imaginer qu'elle va continuer à baisser, dans la zone des 25 euros. D'accord? Donc il y a quand même des éléments intéressants, auquel cas en fait on pourrait retrouver des acheteurs. Alors ce qui se passe généralement, c'est qu'on a des oscillations comme ça sur la moyenne mobile 30 périodes, et puis le titre se reprend et repart de plus belle. Donc on pourrait très bien imaginer une tasse à séquence, une remontée aux alentours des 36 euros, un rejet ici dans cette zone, puis un retest de la moyenne mobile 30 périodes qui pourrait durer plusieurs trimestres avant un redépart et un redécollage de Renault et potentiellement de l'économie en général. Alors bien entendu, c'est une projection et c'est pas forcément ce qui va se passer, donc j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas prendre ce que je dis pour argent comptant. C'est juste une hypothèse de travail sur lequel je suis en train de réfléchir en ce moment et qui est un scénario qui est tout à fait possible. Ce n'est pas forcément le scénario qui se produira, bien entendu. Voilà, donc ligne en construction sur Renault. Je vais passer au titre suivant, à savoir le titre BIC. Et là, on a deux informations extrêmement intéressantes
du moins qui sont apparues récemment. La première, c'est que BIC vient d'obtenir l'interdiction d'importation aux États-Unis d'imitation de ces briquets, donc ça c'est un premier point important. BIC avait lancé une procédure il y a 2 ans et en fait, on avait des importateurs chinois qui copiaient les briquets BIC et qui les importaient directement aux États-Unis, qui les faisaient rentrer directement aux États-Unis. Et donc BIC, bien entendu, était un peu lésée puisqu'en fait, elle avait des concurrents, des imitations de ses propres briquets aux États-Unis, ce qui impactait potentiellement ses revenus aux États-Unis. Alors bien entendu, ça impactera les revenus de BIC de manière marginale, mais c'est un point non négligeable qui devrait légèrement augmenter les revenus de BIC sur les briquets, qui représentent 35% de son chiffre d'affaires, notamment aux États-Unis. Alors l'autre information importante, c'est que BIC vient de faire l'acquisition du fabricant breton de briquets Jeep. Donc Jeep est une marque française qui exporte ses briquets à l'international et qui offre des briquets personnalisables. Alors cette marque est fortement reconnue en Scandinavie notamment, et donc on peut penser que l'acquisition de cette marque qui offre une marge nette relativement importante va faire du bien à BIC. Alors l'entreprise a été achetée pour 40 millions d'euros et il me semble que l'entreprise fait un résultat net d'environ 12 millions d'euros par an. Donc on peut penser que l'acquisition sera rentabilisée assez rapidement. Alors d'un point de vue technique, on voit deux choses importantes, hein. Premièrement, c'est que BIC, le titre BIC est en train de sortir de son canal oblique historique, puisqu'on a cassé ici par le bas. Alors j'avais un objectif personnel aux alentours des 48 euros, et donc j'ai un PRU situé légèrement en dessous des 48 euros actuellement. On voit que le titre évolue dans un canal baissier très marqué depuis 2015, donc ça fait déjà 5 ans que le titre est en baisse. Alors on peut penser qu'à un moment ou à un autre, la baisse du titre va cesser. Pourquoi? Parce que c'est une entreprise qui est relativement bien gérée et dont les cash flows libres sont extrêmement importants et réguliers année après année. Alors le problème de BIC, j'en avais déjà parlé, c'est que le titre souffre d'un chiffre d'affaires décroissant année après année, légèrement décroissant, et donc les investisseurs ne voyant pas de croissance à l'horizon se délestent du titre. Pour autant, les cash flows libres de l'entreprise sont extrêmement importants et réguliers, ce qui permet à BIC de faire de nouvelles acquisitions, comme elle vient de le faire avec l'entreprise Jeep, et ce qui devrait permettre à l'entreprise à terme de bénéficier de sources de croissance nouvelles. Alors, d'un point de vue technique, on est toujours en tendance baissière ici. On voit qu'on a cassé le support oblique du canal oblique de long terme, situé ici. J'avais mis une zone en vert pour une zone potentielle d'achat ici. Ce qu'on peut voir ici, je l'ai tracé en orange, c'est qu'on a une zone de support très importante dans la zone des 30-40 euros. Alors de mon côté, je pense que le titre pourrait se reprendre prochainement, à savoir quand il va potentiellement rentrer dans cette zone. On est à proximité de cette zone, on pourrait venir faire un test dans cette zone et puis le titre pourrait se reprendre dans un premier temps pour retourner en direction de son support historique. Alors on pourrait avoir un retest du support historique, peut-être pour valider une inversion de polarité, c'est-à-dire support cassé, retest du support, zone de résistance et puis peut-être une rechute ultérieure. Ça c'est une possibilité. Dans tous les cas, le titre pourrait revenir dans la zone des 70 euros environ. Et vous voyez ici, je montre une zone qui se situe aux environs de l'année 2025, donc c'est à horizon 4-5 ans. Ça, c'est une possibilité, avec un dividende qui n'est pas négligeable, qui offre un rendement d'environ 5%, et donc un potentiel de hausse à plus long terme d'environ 70%. Donc c'est un titre qui pourrait gagner une centaine de pourcents en 5 ans environ. Alors bien entendu, ce n'est que mon avis et ce n'est absolument pas une recommandation d'achat sur le titre, d'autant plus que le titre est en très forte tendance baissière. Alors je vais maintenant présenter le nouveau titre que j'ai rentré en portefeuille, à savoir le titre AB InBev, entreprise localisée en Belgique et donc qui est cotée sur le Belvin, et je vais expliquer en fait pourquoi j'ai commencé à construire une ligne sur ce titre. Alors, AB InBev, donc Anheuser-Busch InBev, en fait, est issu du rapprochement de nombreux brasseurs à travers le monde, et je vais expliquer un peu comment s'est construite cette entreprise. Alors, l'entreprise, en fait, commence en Belgique. On a les brasseries Artois et Pied-Bœuf, donc Pied-Bœuf et Artois, en fait, qui fusionnent.
qui fusionnent en 1988 pour former le brasseur Interbrew. D'accord? Donc on a Interbrew en Belgique, et puis Interbrew fait l'acquisition de Labatt donc au Canada en 1995 et conserve le nom de Interbrew. Alors de l'autre côté, on a des Brésiliens, puisqu'on a les brasseurs Brahma et Companhia Antarctica Paulista, qui en fait fusionnent en 1999 pour former l'entreprise Ambev. D'accord? Donc d'un côté on a Interbrew et de l'autre côté on a Ambev. Alors Ambev fait l'acquisition de Quilmes, donc ça c'est en Argentine, et puis fait l'acquisition d'une entreprise située en Dominique et conserve le nom de Ambev. Alors ce qui se passe ensuite, c'est qu'en 2004, Interbrew donc en Belgique et Ambev au Brésil fusionnent pour former InBev. D'accord? Donc InBev, c'est la fusion tout simplement d'un groupe belge, d'un groupe brassicole belge et d'un groupe brassicole brésilien. Alors de l'autre côté, on a l'entreprise américaine AB, donc Anheuser-Busch, qui a été fondée, vous voyez, en 1852 et qui fait l'acquisition en 2004 de Harbin. Donc Harbin, c'est une entreprise, un groupe brassicole chinois qui a été fondé en 1900. Donc Abev rachète le groupe chinois en 2004, et puis ce qui se passe ensuite, c'est que InBev en fait fait l'acquisition d'Anheuser-Busch en 2008. D'accord? Et ce qui devient ensuite, vous voyez, acquisition en 2008, et ce qui devient ensuite AB InBev. Anheuser-Busch InBev, c'est au départ un groupe américain. Un groupe IN, c'est le IN de Interbrew, donc c'est-à-dire un groupe belge, et BEV de Ambev, c'est un groupe brésilien. Donc on a un groupe ici qui est à la fois américain, belge et brésilien. Alors depuis, le groupe a continué ses acquisitions, puisque c'est un groupe qui fonctionne par croissance externe, donc par acquisition. Le groupe a acquis en 2012 Grupo Modelo, donc un brasseur mexicain, le premier brasseur mexicain il me semble. Le groupe a également acquis en 2015 Oriental Brewery, donc un groupe sud-coréen. Et puis la plus grosse opération du groupe, la plus grosse acquisition a été réalisée en 2016, puisque ce groupe, donc AB InBev, a racheté SABMiller. SABMiller qui est en fait au départ un groupe britannique et un groupe sud-africain, d'accord, qui possédait notamment, qui avait acquis notamment la marque Foster, le groupe Foster en Australie, et qui avait également acquis une marque colombienne. D'accord? Donc, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'en fait, InBev rachète Anheuser-Busch pour plus de 50 milliards de dollars en 2008, et puis rachète le groupe SABMiller pour 96 milliards de dollars en 2016. Alors, il me semble que l'acquisition a été finalisée en 2017. Alors, on voit également que le groupe ne se prive pas pour faire l'acquisition d'autres brasseurs, notamment ici la brasserie Bostils, donc en Belgique, toujours en 2016. Donc au final, on a un groupe qui s'appelle AB InBev, mais qui est à la fois américain, belge, brésilien, mexicain, sud-coréen, britannique, sud-africain. Donc c'est un groupe mondial. D'accord? Alors, en quelques chiffres, AB InBev, c'est donc le plus grand groupe brassicole du monde, avec un portefeuille de plus de 500 bières. AB InBev possède 28% de parts de marché dans le monde, en volume, donc 28% de parts de marché. Les principaux concurrents d'AB InBev sont Heineken qui possède 11% de parts de marché, Carlsberg qui possède 6% de parts de marché et China Resources qui possède 6% de parts de marché. Donc en gros, on a 4 gros acteurs dans le secteur. AB InBev, le numéro 1 mondial, puis Heineken, Carlsberg et China Resources. En gros, ces 4 acteurs se partagent 50% du marché de la bière à travers le monde. Et puis, on a les 50 autres pourcents qui sont des entreprises, des petits brasseurs locaux, et donc qui pourraient faire l'objet d'acquisitions futures, peut-être par la concurrence ou peut-être par AB InBev. Alors on peut tout à fait imaginer qu'à un moment, AB InBev décide de ne plus investir dans la bière, mais se rapproche par exemple d'un groupe spécialisé dans les liqueurs. Alors on pourrait penser à du Rémy Cointreau, à du Pernod Ricard ou du Diageo par exemple. Alors, AB InBev, c'est également 45% de part de marché dans le segment des bières premium en Chine, donc toujours en volume. Et surtout, l'entreprise est positionnée aux 4 coins du monde, c'est ce qu'on vient de voir juste avant, puisqu'elle est positionnée en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, en Europe,
en Asie-Pacifique, donc c'est-à-dire en Asie, donc à travers l'Asie, notamment en Chine, mais également en Australie et en Nouvelle-Zélande, et également en Afrique, notamment en Afrique du Sud. Alors d'un point de vue technique, et j'en avais parlé, hein, je vais vous mettre ici la vidéo que j'avais réalisée sur AB InBev, je vous la mettrai dans le coin à droite. Donc d'un point de vue technique, en fait, on a un titre qui s'est littéralement effondré. Pourquoi? Parce qu'on a une entreprise qui est fortement endettée, puisque vous voyez, en 2016-2017, l'entreprise fait l'acquisition de SABMiller pour 96 milliards de dollars. Et depuis, en fait, l'entreprise doit faire face à une énorme dette et donc a dû réduire son dividende pour pouvoir faire face à sa dette et pouvoir commencer à rembourser sa dette. Alors vous voyez que le titre a fortement chuté et vous verrez que dans ma vidéo j'avais un objectif situé entre 34 et 40 euros. On voit que le titre en fait est venu chercher cette zone 34-40 euros et même descendu plus bas puisqu'on a atteint 29 euros avant de remonter légèrement puisque le titre en fait a fait 29 euros puis est allé chercher les 52-53 euros ici. Alors au niveau du RSI 14 périodes, on voit qu'en fait le titre évolue sous une zone comme ça de résistance oblique. Alors il y a un point très important ici, et je l'ai matérialisé en vert, c'est qu'ici on a pour le moment une divergence haussière sur le titre, puisqu'en fait on a un RSI qui fait des points bas de plus en plus haut, alors que le titre fait des points bas de plus en plus bas. Donc premier signal intéressant au niveau technique, puisqu'on a pour l'instant en unité de temps mensuelle une divergence haussière au niveau du RSI 14 périodes. Alors ce qui pourrait se passer au niveau du RSI, hein, c'est que le RSI pourrait revenir chercher cette zone de résistance ici, ou alors pourrait stagner, osciller dans cette zone ici sans jamais descendre plus bas, auquel cas on pourrait avoir un rebond technique à plus long terme sur le titre. Alors de mon côté, l'idée est de commencer à acheter. Donc j'ai acheté légèrement en dessous de 45 euros. Vous voyez que le titre est monté à 52 euros, puis est retombé ici sous cette zone de résistance. J'en ai profité pour commencer à construire ma ligne sur cette zone ici. Et puis mon intention est de continuer à construire la ligne. Alors potentiellement en achetant le titre tous les 5-6 euros. Donc ça pourrait être à 40 euros, 35 euros, 30 euros et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que si je reprends l'oscillation qui est ici, que j'ai matérialisé en vert ici, alors pourquoi? Parce qu'on a potentiellement une énorme tasse avec anse inversée. Si je reprends l'oscillation de l'anse ici, que je la rapporte ici sur la zone de cassure ici, ça nous donne un objectif potentiel à 20 euros, ce qui me semble être l'objectif terminal et donc la décote maximale sur le titre AB InBev. Et donc je n'hésiterai pas à construire ma position sur la descente pour avoir un prix qui pourrait être aux alentours de 35 euros environ dans le meilleur des cas. D'accord? Donc bien entendu je suis prêt à encaisser une moins-value latente importante. Pourquoi? Parce que je pense que le titre, et je vais en parler juste après, pourrait fortement rebondir à très long terme, notamment parce qu'il me semble que l'entreprise a les moyens de rembourser sa dette et je vais expliquer un peu toute ma démarche sur le titre. Alors quand on regarde la presse locale, donc l'Echo ici, journal belge, on voit que les Brésiliens d'AB InBev sont à l'achat sur l'action, donc attention à ce genre de titre et je vais expliquer pourquoi. Donc c'est un article qui date du 25 mai 2020. On voit ici, on lit BRC, donc le holding des actionnaires brésiliens d'AB InBev, vient d'acheter pour 44 millions d'euros de titres. Alors ce qu'on a noté, c'est que depuis cette publication, ce que j'ai pu remarquer, c'est que depuis cette publication, le titre est passé d'environ 40 euros à 52 euros avant de retomber. Ce qui veut dire qu'en fait, quand les investisseurs particuliers lisent ce genre de titre, ils se ruent sur la valeur en pensant qu'ils ont déjà raté le train, ce qui est absolument faux. Alors, en faisant quelques recherches, j'ai noté que le holding des actionnaires brésiliens, BRC, qui est ici, représente 1,92% de l'actionnariat d'AB InBev. Alors, cependant, en regardant plus fortement, ce qu'on voit, c'est que BRC possède en réalité 50% de la holding Stitching AB InBev, d'accord, qui possède elle-même 33,84% des titres AB InBev. Ce qui veut dire qu'en fait, si on prend cette part, donc la part de BRC, donc la possession directe de BRC et la possession indirecte de BRC, BRC possède environ 18% d'AB InBev. Alors ici, on a un signal d'achat de BRC qui achète des titres et qui achète ces titres à un prix moyen de 38 et 39 euros, d'accord, quasiment 40 euros. Donc eux considèrent que le titre est sous-valorisé. Alors ça, c'est ce que nous laisse entendre l'article. Je vais quand même vous montrer ici la structure actionnariale d'AB InBev que j'ai récupérée sur leur site. On voit ici que BRC est ici, donc possède 1,92% des titres de manière directe. Et de manière indirecte, on voit qu'il possède 50% de la holding Stitching AK Netherlands
Et donc ça veut dire qu'en fait il possède 50% des 33%, c'est-à-dire environ 17%, 17 plus 1,92, un peu plus de 18%. D'accord? On voit que le flottant, donc c'est-à-dire la part d'action qui est disponible pour le public, est d'environ 40%. D'accord? Donc en ce qui concerne les actionnaires brésiliens, on voit qu'ils se sont portés sur la valeur aux alentours du 25 mai à un prix inférieur à 40 euros. Mais ce qu'on voit également, en recherchant un petit peu dans la presse, pour voir un peu comment se sont comportés ces investisseurs ou ces actionnaires brésiliens, on voit qu'à la date du 31 octobre 2018, toujours dans l'écho, on pouvait lire les Brésiliens d'AB InBev à nouveau à l'achat sur l'action. Donc en gros, ils étaient à l'achat en 2018, mais ils sont également à l'achat en 2020. Alors ce qu'il est important de regarder, c'est à quel prix ils étaient à l'achat en 2018. On peut voir qu'à l'époque, ils étaient à l'achat au prix moyen de 65 euros. On peut lire également dans l'article que c'est la 4e fois que BRC acquiert des actions AB InBev cette année. D'accord? Donc ce qui veut dire qu'en fait, BRC a tendance à acquérir des actions AB InBev régulièrement. Son bilan sur 2018 s'élève dès lors aujourd'hui à 175 millions d'euros consacrés à l'achat d'actions, à des prix étalés sur un plus haut de 86,5 euros et un plus bas de 65 euros. Pour faire simple, le groupe BRC, donc le groupe des actionnaires ou le holding des actionnaires brésiliens d'AB InBev, a acquis les titres AB InBev au prix de 86 euros, 65 euros et désormais aux alentours de 40 euros. Alors un point important quand même, ça veut dire que ces actionnaires brésiliens sont convaincus qu'AB InBev vaut plus que la valeur de marché actuelle, puisqu'en fait ils achètent depuis les plus hauts. Et ce sont généralement des gens bien informés et donc ils pensent que l'entreprise sera en mesure de rembourser ses dettes dans les années qui viennent. Alors petit récapitulatif ici, AB InBev c'est une capitalisation boursière de 75 milliards d'euros, donc c'est une méga cap. Le taux de croissance annuel des bénéfices au cours des 5 dernières années était de moins 21%, donc taux de croissance négatif, et on l'a bien vu sur le cours de bourse. Le taux de croissance annuel des bénéfices attendu lors des 5 prochaines années est de 10%, donc on pourrait retrouver une croissance positive, et donc ce qui pourrait également faire remonter le cours de bourse. On a un rendement sur capitaux employés annuel de 4,45%, ce qui n'est pas extraordinaire, mais ce qui est logique puisqu'on a affaire ici à un stalwart, donc à une valeur pilier. On a un return on equity au cours des 5 dernières années, donc return on equity annuel de quasiment 10%, donc ça c'est correct. Un PER relativement élevé de 29 sur le titre, à comparer à un PER moyen lors des 5 dernières années de 53. Donc c'est-à-dire que le PER d'AB InBev a quasiment été divisé par 2. Là, c'est un point relativement intéressant. Ça veut aussi dire que les investisseurs sont prêts à surpayer le titre. Donc ici, on a un PER de 29, sont prêts à surpayer le titre. Pourquoi? Parce que ce sont des titres stalwart dans lesquels en fait les cash flows vont arriver de manière extrêmement régulière. La bière est un produit qui se consomme relativement facilement et qui est consommé à travers le monde. Et donc AB InBev est un peu comme une valeur de l'agroalimentaire, c'est une valeur sur laquelle les PER sont relativement élevés. Pourquoi? Parce que ça apparaît comme une valeur relativement sûre, même en cas de crise économique. Alors bien entendu, AB InBev a été fortement impacté par la crise sanitaire puisque tout le secteur de l'horeca a été touché, les restaurants ont été fermés, les bars ont été fermés, mais on peut penser qu'avec la reprise économique, en fait, les ventes d'AB InBev devraient reprendre dans les trimestres qui viennent. Un point important, c'est que tous les événements sportifs de 2020 ont été reportés à 2021, ce qui peut dire qu'on pourra avoir un rebond de la consommation de la bière lors de l'année 2021. Pourquoi? Parce qu'on sait que la bière est fortement consommée lors des événements sportifs. Alors on note également un PEG ratio de 2,74, ça veut dire qu'en fait le titre est largement survalorisé. Pour autant, quand je regarde le free cash flow potentiel à horizon 5-10 ans, le titre me paraît relativement intéressant. Pourquoi? Parce qu'une fois que la dette sera remboursée, et c'est ce que je mets ici, un désendettement est possible à horizon 2026. Pourquoi? Parce que la société a coupé son dividende, et je vais en parler juste après, et donc en fait en coupant son dividende, l'entreprise est capable de réallouer ses free cash flow vers le remboursement de sa dette. On a un current ratio de 0,83 qui est relativement normal dans ce secteur.
Pourquoi? Parce qu'en fait, le free cash flow est assez régulier, donc ces entreprises n'ont pas besoin d'avoir un current ratio supérieur à 1. Ça, c'est un point important, donc c'est pas un signe d'inquiétude ici. Et on a une dette nette sur capitaux propres de 183%, ce qui veut dire quand même que AB InBev est extrêmement endetté, et notamment en raison de l'acquisition de SABMiller pour 96 milliards de dollars en 2017. D'accord? Donc on a une entreprise très endettée, c'est ce que le marché a pénalisé. On a une entreprise qui potentiellement va devoir se désendetter au cours des 5 prochaines années. On a une entreprise qui est actuellement, il me semble qu'elle a une dette nette sur EBITDA d'environ 5 et qui prévoit d'avoir une dette nette sur EBITDA d'environ 2 à horizon 2025. D'accord? Ce qui veut dire que le but de l'entreprise à court terme, donc à court terme, dans les 3 à 5 prochaines années, c'est de se désendetter. Par contre, une fois que ce désendettement aura eu lieu, et c'est tout à fait possible à horizon 2026, en tout cas, on peut imaginer une réduction de la dette de 50%, de 50 à 60% à l'horizon 2026. Si c'est le cas, alors on aura un cash flow libre ou un free cash flow d'environ 5 euros par an et par action, ce qui est tout à fait, à mon sens, qui est tout à fait possible. Ce qui veut dire qu'au cours actuel, on aurait un rendement de 11% par an. D'accord? Si je fais 5 euros divisé par 45 euros, hein, c'est le prix de l'action, ça fait un rendement de 11% par an et un rendement du dividende de 2% par an, dividende qui pourrait également augmenter au fur et à mesure de la reprise économique. Ce qui nous donne dans un scénario de base un rendement de 13% par an et ce qui pourrait nous donner un rendement bien plus important si le titre venait à rechuter. Alors, je vous ai mis ici les dividendes versés par AB InBev depuis 2006. Donc là, on a des dividendes, vous voyez, final, dividendes intérimaires, etc. Donc j'ai fait un récapitulatif ici, total, pour chaque année. Alors, ce qu'on observe historiquement, c'est une chute du dividende ici entre 2007 et 2008. On se rappelle que InBev, en fait, a racheté AB, donc Anheuser-Busch, en 2008. Et donc, potentiellement, l'entreprise avait baissé son dividende pour pouvoir commencer à rembourser la dette, puisqu'en fait, l'entreprise AB, donc Anheuser-Busch, a été achetée avec une levée de dette, à l'issue d'une levée de dette. D'accord? Donc on peut penser qu'en fait, ce qui va se passer dans le futur, c'est ce qui s'est passé un peu par le passé. D'accord? C'est-à-dire que l'entreprise a fait une grosse acquisition, a réduit très fortement son dividende avant de le remonter progressivement. Et donc on pourrait observer la même chose dans les années qui viennent. Alors pour autant, on voit que le dividende a été réduit de 50% entre 2017 et 2018 et qu'il a encore été réduit entre 2018 et 2019. Alors on pourrait tout à fait imaginer une nouvelle baisse du dividende entre 2019 et 2020, c'est pas impossible. On peut également imaginer qu'après plusieurs années de remboursement de la dette, on peut imaginer que l'entreprise est capable de rembourser environ 8 milliards de dettes chaque année au cours des prochaines années. Donc on pourrait imaginer effectivement que l'entreprise serait capable de rembourser au moins 50% de sa dette à horizon 2025-2026. On peut imaginer qu'ensuite l'entreprise pourrait être capable de réaugmenter son dividende. Auquel cas, le titre pourrait fortement augmenter ensuite. Alors bien entendu, certains pourraient me dire qu'effectivement, AB InBev étant une entreprise belge, je vais devoir m'acquitter d'une taxe de 30% sur mes dividendes. Alors c'est tout à fait exact, mais alors dans mon calcul, je ne prends pas ce dividende en compte. Pourquoi? Parce que ce dividende a déjà fortement baissé, il pourrait également encore baisser à l'avenir, et donc ce dividende n'est pour le moment pas intégré dans mon analyse. En fait, je pars du raisonnement inverse, c'est-à-dire que l'entreprise a fortement réduit son dividende au cours des dernières années et va potentiellement continuer à réduire son dividende. Et l'entreprise, une fois qu'elle aura remboursé sa dette ou une grosse partie de sa dette dans les 5 prochaines années, sera en mesure de relever son dividende. Et donc ce que je vise ici, c'est la réappréciation du cours d'AB InBev qui devrait suivre une réappréciation du dividende. D'accord? Et auquel cas, je pourrais revendre mon titre ou mes titres avec un profit relativement important. Voilà, alors comme d'habitude, on va terminer avec les quelques screenshots des Google Sheets. Alors le premier screenshot, c'est la vue de mon PEA sur Google Sheets. Donc il n'y a pas grand-chose qui a changé par rapport à d'habitude. On voit que le portefeuille est toujours en baisse d'environ 6-7%. Alors j'ai rajouté quelques cellules dans ma Google Sheet qui sont ici. C'est-à-dire que dorénavant, je note chaque plus-value ou moins-value réalisée sur mes ventes de titres ou de lignes. Et donc on voit qu'ici, depuis le début de l'année, en fait, j'avais eu des BX4. Donc j'avais pris des BX4 à 2,92 €, je les avais vendus à 3,29 €, plus-value réalisée 12,60%, donc vraiment une petite position.
J'avais également un ETF CAC 40 qui est ici, donc en gris maintenant parce que effectivement je n'ai plus cet ETF en portefeuille. J'avais un ETF CAC 40, donc j'avais vendu une première partie, donc acheté à 17,80, revendu à 19,18, donc plus-value réalisée 7,7%. Et puis la deuxième tranche, je l'avais vendue beaucoup plus haut avec une plus-value réalisée de 17,80%. Et j'ai également rajouté mes actions Airbus, donc j'en avais que 4 actions, bien entendu c'était une toute petite ligne que j'avais acheté donc avec un PRU de 50,20 € et que j'ai revendu au prix de vente net, donc si je prends mon prix de vente moyen de 75,21 €, ce qui me fait une plus-value de 49,83%. Et donc dorénavant, je mettrai toutes mes plus-values et moins-values ici afin d'indiquer un peu les sorties de lignes au fur et à mesure que je sors des lignes. Alors ici, on a toujours le tableau des dividendes, un versement des dividendes. Ce qu'on voit, c'est que, donc on est au mois de juillet, Danone va verser son dividende, 2,10 € par action, et on voit que en septembre, c'est Publicis qui devrait verser son dividende, et que AB InBev donc devrait verser un dividende de 1,75 €. Alors 1,75 € pourquoi? Puisque je prends le dividende d'AB InBev et j'inclus une taxe de 30%, donc un prélèvement à la source de 30%, ce qui me fait 1,75 € pour mes 5 actions. Alors vous voyez que le dividende est extrêmement faible, mais comme je l'ai indiqué, ce n'est pas pour le dividende que j'ai inséré AB InBev en portefeuille. Alors, au niveau de l'allocation de mon portefeuille, on voit que les liquidités représentent toujours 12,3% du portefeuille, donc toujours des liquidités supérieures à 10%, c'est l'objectif pour pouvoir saisir des opportunités ici et là. On voit que mon ETF Lyxor PEA Turquie représente quasiment 18% du portefeuille, celui-ci se maintient relativement bien. Total représente un peu moins de 20% du portefeuille désormais. Renault est remonté, donc il représente désormais quasiment 15% du portefeuille. Maison du Monde est bien remontée et représente donc désormais environ 13% du portefeuille. Et puis on a ici de plus petites lignes avec Publicis 2,6%, Danone 2,2%, Big 4% puisque j'ai doublé ma position, Eutelsat 6,7%, Inat Pharma 2,2%, Fontaine Pajot 2,8% et désormais AB InBev 2% du portefeuille. Alors en termes d'allocation sectorielle, j'utilise toujours la classification GEEX qui divise les entreprises en 11 secteurs différents. On voit que l'énergie représente 21% environ, les matériaux 1%, l'industrie 3,6%, et puis on voit que je suis très exposé à la consommation discrétionnaire, c'est-à-dire la consommation cyclique. La finance représente 5,7%. Alors elle est essentiellement représentée par les banques qui se trouvent dans l'ETF Turquie, donc des banques turques. La consommation non cyclique représente quasiment 12%, la santé 2,2% et les télécoms 1,8%, représentés notamment par les entreprises télécoms qui se trouvent dans l'ETF Turquie. Alors en termes d'allocation géographique, mon portefeuille est désormais réparti entre la France à hauteur de 80%, la Turquie à hauteur de 18% et la Belgique à hauteur de 2%. Alors comme je l'ai rappelé dans plusieurs commentaires, à mes yeux ce qui compte c'est pas forcément l'implantation du siège social, mais c'est plutôt le chiffre d'affaires, la répartition du chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que un chiffre d'affaires d'une multinationale va être composé d'entrées d'argent de différents pays et de différentes zones géographiques, si bien que cette entreprise en fait est exposée non seulement à la croissance de différentes zones géographiques, mais également aux devises de différentes zones géographiques. Et donc la répartition ne se fait pas forcément au niveau du siège social, mais plutôt au niveau du chiffre d'affaires de l'entreprise. Alors en termes d'allocation par taille d'entreprise, donc capitalisation boursière, vous voyez qu'ici j'ai une allocation cible avec des liquidités qui doivent représenter environ 10%, et on a vu que les liquidités représentaient actuellement 12%, donc on est bien à ce niveau-là. Les méga caps, mon objectif est d'avoir environ 20% de méga cap en portefeuille, j'en ai actuellement 19,6%, on est pas mal. Au niveau des large caps, l'objectif est d'avoir environ 20% de large cap, j'en ai 19%, on est pas mal. Au niveau des mid-cap, l'objectif est d'en avoir 25%, on en a légèrement plus, c'est-à-dire 31%. Au niveau des small cap, mon objectif est d'en avoir 15%, on en a actuellement 15%, c'est très bien. Et au niveau des micro caps, mon objectif est d'en avoir 10%, et j'en ai actuellement 3%, ce qui veut dire que ma priorité doit aller dans l'achat de small cap et puis la réduction éventuellement de mid cap. Bien entendu, tout ceci va s'affiner au fur et à mesure que j'investis mois après mois.
Alors, la dernière allocation, donc l'allocation à la Peter Lynch, hein, celle qui conclut toutes mes vidéos de suivi du portefeuille. Donc, pour rappel, Peter Lynch avait pour habitude d'investir 30 à 40% dans les fast growers, 10 à 20% dans les stalwarts, donc dans les valeurs piliers, 10 à 20% dans les valeurs cycliques, les cyclicals, et le reste éventuellement dans les turnarounds et éventuellement quelques investissements dans les slow growers et les asset plays, mais seulement de temps en temps. Alors on voit que mon portefeuille est investi à 50% dans les cyclicals, donc un portefeuille extrêmement volatile, avec des valeurs extrêmement cycliques, qui pourrait extrêmement bien performer en cas de reprise économique, mais qui devrait souffrir dans les trimestres qui viennent en raison de la forte volatilité sur les valeurs cycliques. Alors au niveau des turnarounds, c'est ma position notamment sur Renault, qui représente l'essentiel de cette position. Alors au niveau des stalwarts, on est à 6,1%, donc cette partie du portefeuille a été complétée par l'entrée d'AB InBev en portefeuille, et donc j'ai l'intention de continuer d'inclure des stalwarts en portefeuille. Alors dans ma liste de suivi, j'ai toujours Hermès, LVMH, Kering, Air Liquide, L'Oréal, EssilorLuxottica, Schneider Electric, Sanofi et Sodexo. Sodexo qui m'a été conseillé par un abonné, et effectivement Sodexo d'un point de vue graphique peut apparaître comme un stalwart. Bien entendu, je trouve ces valeurs encore relativement trop chères et donc je n'en ai pas pour le moment en portefeuille. Alors il m'est important également de compléter la partie fast growers, puisque je suis actuellement à 7,1% et que j'aimerais bien faire monter cette partie à 30 ou 40% comme Peter Lynch. Alors bien entendu, dans les fast growers que je suis, il y a l'entreprise Adyen, localisée aux Pays-Bas, Prosus, localisée aux Pays-Bas, HelloFresh en Allemagne et GTT en France. Bien entendu, je n'ai pas ces valeurs en portefeuille car je trouve ces valeurs relativement chères pour le moment. On voit enfin que 15% de mon portefeuille est constitué de slow growers. Voilà, c'est tout pour cette vidéo mensuelle. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite vivement à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.